Eh bien, salut à toi, Zaknote. Ici Machikouli pour une nouvelle vidéo bilan lecture. Et aujourd'hui, j'espère que t'es prêt, car on s'attaque à un très très gros morceau. La vidéo va sûrement être un peu longue, elle va sûrement partir un peu dans tous les sens, parce que j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Car on va parler du conte de Monte Cristo, tome 1. On se retrouve après le générique. Je rigole, y'a pas de générique! Bon, alors, comme tu peux le voir, c'est un gros bouquin. C'est le bouquin le plus gros que j'ai dans ma bibliothèque. Et avant de t'en parler, je vais te parler un peu du contexte. Le contexte. Pourquoi j'ai voulu lire ce livre? Parce que j'ai regardé le film de 2024 avec Pierre Ninet comme acteur principal. Et le film m'avait vraiment plu, c'était un gros coup de cœur, donc je me suis dit, pourquoi ne pas tester le livre? Donc quand je suis allé à Rouen, j'avais acheté le livre. J'avais acheté que le volume 1 parce qu'il fait déjà 800 pages le machin. Je me suis dit, en deux volumes, ça va peut-être être un peu long et lourd et pas commode pour lire. Bon, j'achète le volume 1. Je sais pas trop quand je le lirai. Parce que j'avoue qu'il me faisait un peu peur. Surtout que il y a quelques mois déjà, j'ai lu Les Liaisons Dangereuses qui était pour moi un peu dans le même style, la même époque et tout. Bon, c'est faux parce que le Comte de Monte Cristo ça se passe un peu après quand même. Donc, enfin, ça se passe après, ça a été écrit après, donc c'est quand même vachement plus accessible. Mais, euh, mais ouais, là, j'avais une certaine retenue quand même vis-à-vis de ce livre. Je raconte ma vie, mais promis, c'est intéressant. Comme j'ai dit, il fait 800 pages, 796 pour être exact, et l'histoire commence réellement à la page 36, parce qu'avant c'est une introduction que j'ai pas lue, parce que je commence à en avoir marre de lire ces introductions pour rien, je comprends jamais rien, donc ça je commence un peu de les skipper. Il y a toute la chronologie d'Alexandre Dumas, donc l'auteur, mais que j'ai pas lu non plus parce que je m'en fous un peu, mais bordel, ça dure 2 pages, il a dû faire une chier de trucs dans sa vie. Et ensuite, il y a un truc bien utile, c'est un peu une chronologie du roman, donc un peu des dates clés de quel personnage est né à telle date ou quels événements se sont passés à telle date. Et ça, j'avoue que ça m'a été bien utile. Je suis pas mal retourné au début pour un peu voir où on se situe dans l'histoire. Donc ça c'était assez pratique. Et du coup, bah, l'histoire commence à la page 36. Donc 796 moins 36, ça fait 760. Euh, et il faut savoir que je l'ai lu en 12 jours. Voilà, il m'a fallu moins de 2 semaines pour lire ce livre. C'est à peu près le même temps qu'il m'a fallu pour lire L'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde et autres récits fantastiques qui, on se rappelle, était un mini-livre comme ça. Donc voilà, 12 jours, ça fait une moyenne de à peu près 65 pages par jour. Donc c'est beaucoup. C'est beaucoup de pages par jour. J'ai été vraiment hypé de fou. Normalement, comme je l'avais déjà un peu expliqué, je crois, je consacre 1 heure chaque jour à mes lectures. C'est pas sûr que j'y arrive tous les jours, mais j'essaye au maximum. Et là, je peux te dire qu'il y a des jours où j'ai passé 2, 3, 4 heures dessus. Ça arrivé plusieurs fois. Tellement c'était bien, quoi. Je me rappelle notamment un jour où j'ai lu en allant à Fontenay, j'ai lu en revenant de Fontenay, j'ai lu un petit peu ici avant le repas, j'ai lu beaucoup après le repas, et j'ai lu encore avant de dormir. Enfin bref, je pense que dans cette journée-là, je vais avoir lu ouais, bien 3h30, 4 heures, et bordel, ce que c'était cool. Le livre était génial, mais de quoi est-ce que ça parle? Le résumé. Le comte de Monte Cristo, c'est l'histoire de Edmond Dantès, qui est un jeune homme de 19 ans au début de l'histoire, à qui tout sourit en fait. Il va devenir capitaine de navire, il va se marier avec une femme qui est décrite comme sublime, et grosso modo tout va bien. Il va sortir un peu de la misère dans laquelle bah, il est depuis sa naissance. Sauf que ça, bah voilà, ça plaît pas à différentes personnes qui le trahissent, le dénoncent comme étant un agent bonapartiste, donc c'est-à-dire en faveur de Napoléon Bonaparte. Car à ce moment-là, dans l'histoire avec un grand H, Napoléon s'est fait renverser, il est exilé sur l'île d'Elbe, et c'est le roi Louis XVIII qui est de retour sur le trône. Alors il y a un petit côté politique au début où je saisissais pas tout,
mais finalement c'est assez simple et assez secondaire, on comprend assez vite. Donc il doit aller en prison, et en plus c'est un haut magistrat qui le condamne à la prison, parce qu'il pourrait avoir des informations qui pourraient, enfin Edmond Dantès pourrait avoir des informations qui compromettent la carrière de ce haut magistrat. Donc il se dit, vas-y, je l'envoie en prison, mais genre à perpétuité, dans la prison du château d'If, donc une prison qui est renommée, d'où on ne peut pas s'échapper. Donc voilà, il est envoyé là, il sait pas trop pourquoi, et dans cette prison, il va, au bout de 5 ans, je crois, il va rencontrer l'abbé Faria, qui est un abbé, comme son titre l'indique, qui a une énorme culture générale. Il parle plein de langues, il connaît les sciences, il connaît les mathématiques, il connaît la géographie, il connaît l'histoire, il connaît la littérature, il connaît plein de trucs. Et tout ce qu'ils ont à foutre les deux, c'est avoir des leçons. Donc l'abbé Faria instruit Edmond Dantès de toutes ses connaissances. Au bout d'un moment, l'abbé Faria va mourir. Il a un problème de santé, il meurt. Et il décide de léguer son trésor. Il a un énorme trésor qu'il avait lui-même reçu d'une personne qui servait avant. Et cet énorme trésor est caché sur l'île de Monte Cristo. Donc voilà, l'abbé Faria meurt. Edmond Dantès parvient à s'échapper de la prison du château d'If. Il va sur Monte Cristo, il devient immensément riche, et lui, son seul objectif, c'est de se venger des personnes qui l'ont envoyé durant 14 ans en prison. Différence entre le film et le livre. Il y a pas mal de choses qui changent entre le film et le livre. Alors, il y a des choses qui changent en bien, il y a des choses qui changent en négatif. Ce qui change en bien, c'est, je trouve, le film a réussi à faire de bons raccourcis. Ils ont supprimé des personnages qui n'étaient pas tant intéressants que ça. Ils ont supprimé un peu la façon dont le trésor est amené. Dans le film, c'est l'abbé Faria, c'est le dernier Templier, en gros. C'est pour ça qu'il a ce trésor de fou. Alors que dans le livre, le trésor, il est là parce que l'abbé, il a servi un gars, puis il y a tout un chapitre sur ce mec, sur son histoire, sur sa vie et tout. Mais ça rentrait pas dans la durée du film qui est déjà extrêmement longue. Donc ils ont cut ça, et je trouve c'est bien, ils ont fait des bons cuts. Les points positifs. C'est super bien écrit. Des moments, tu suis l'histoire du comte de Monte Cristo, donc Edmond Dantès qui vient, le comte de Monte Cristo. Et d'un coup, tu suis un bandit dans la pampa italienne. Et t'es là, mais je comprends pas tout. Et en fait, il y a toute son histoire qui est détaillée, et à la fin, ça rejoint l'histoire du comte de Monte Cristo. Et je trouve ça hyper bien. Des fois, t'es complètement mais paumé. Tu suis ce gars, et après, tu suis deux jeunes qui sont au carnaval à Rome. Et ça va un peu dans tous les sens. Et au final, tout se rejoint, tout s'entrecoupe. Et je trouve ça vraiment bien écrit. Et au final, tout est cohérent. J'avais vu une vidéo de Lexusen qui disait, pour les gens qui aiment pas lire, je vous conseille le Comte de Monte Cristo si vous n'avez pas peur des longueurs. Parce que c'est bien écrit, c'est facile à lire et tout. Et au début, j'étais là, mais what the fuck. Et en fait, oui, c'est hyper bien écrit, il n'y a pas trop de mots compliqués, puis même les mots compliqués, on s'en fout un peu. T'apprends un peu du vocabulaire, enfin moi j'ai appris quelques mots de voc, c'est assez stylé. Et c'est juste, en fait, j'ai l'impression que c'est comme le Seigneur des Anneaux. Tu lis ça, mais c'est hyper fluide, et tu lis à ton rythme, et c'est chill, et t'es tout le temps un peu embarqué dans l'histoire. Bon, le segment qui va suivre a été tourné après, parce que j'ai oublié de dire des trucs. J'ai remis la même chemise, mais c'est peut-être plus la même lumière, j'ai plus les mêmes ongles, j'ai plus les mêmes cheveux, enfin, c'est normal, c'est une petite coquille. J'ai oublié, voilà, de dire que un des points les plus positifs, un des trucs les mieux dans ce bouquin, c'est les dialogues entre les personnages. Le style d'écriture, alors comme j'ai dit, c'est super bien écrit, il n'y a pas trop de descriptions, et il y a beaucoup de dialogues en fait entre les personnages. Ils interagissent beaucoup entre eux, et ça rythme beaucoup le roman, et c'est ça qui est hyper bien. C'est pour ça que c'est pas trop, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de longueur, parce que les personnages ils discutent tout le temps entre eux. C'est des phrases courtes, et des fois il y a des dialogues un peu longs, mais souvent c'est beaucoup des échanges. Et c'est ça qui fait aussi que le roman il va vite. Enfin, on n'est jamais trop perdu. On n'est pas en train de lire un truc, et la phrase elle est tellement longue qu'on sait même plus ce que c'était le début, tu vois. Donc vraiment un gros point positif, les dialogues. Les points négatifs. Alors il y a quelques longueurs, il y a quelques passages où j'étais un peu en mode ok, je vois bien que c'est de la caractérisation de personnages et de la présentation de personnages, mais c'est un peu long quand même.
Bon, sur 800 pages, tu me diras, c'est normal que c'est un peu long par moment, mais c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Je suis très très content d'avoir vu le film avant et d'avoir déjà un peu une vision de tous les personnages qu'il y a et de qui est qui et qui a fait quoi. Sauf que, ben, malgré tous les personnages qu'il y a dans le film, il y a quand même des personnages en plus, et des fois je m'y perds. Parce que c'est des personnages qui sont pas tant importants que ça dans le film, parce que le film est vraiment axé sur les trois mecs qui veulent venger, enfin, les trois mecs qui ont envoyé Edmond Dantès en prison, et dont il veut se venger. Alors que ben, dans le livre, il y a plein d'autres personnages qui gravitent autour, et des personnages du film, mais qui sont beaucoup plus importants, et moi je suis un peu là, mais c'est qui elle? Parce que, ok, mais dans le film, je vois pas qui c'est, du coup c'était un peu compliqué, j'ai souvent dû regarder sur Wiki un peu qui était qui, quel rapport ils avaient les uns entre les autres. Surtout qu'il y a deux meufs que je confondais un peu tout le temps, et j'étais là, mais attends, mais c'est elle ou c'est pas elle? Enfin, bref. Mais du coup, voilà, c'est un peu compliqué des fois de s'y retrouver avec tous ces personnages. Je re-raconte ma life. Mais du coup, moi j'ai que le tome 1. Il faut savoir qu'à la base, ça a été publié sous forme de feuilleton. Donc il en sortait un tous les temps de temps, je sais pas exactement quand. Et une fois que tout est sorti, ben, ils les ont regroupés en un seul bouquin, voire en deux, parce que moi j'ai que le premier. J'ai pas encore acheté le deuxième, donc il faudra que je me le fournisse assez tôt. Mais je trouve bien là où il coupe, parce que il cut bah, le premier livre à un moment un peu clé de l'histoire où Edmond Dantès, il va vraiment mettre en place sa vengeance et faire prendre conscience au personnage dont il veut se venger de qui il est vraiment. Parce que là, pour tout le monde, c'est le comte de Monte Cristo. Personne ne se rappelle de Edmond Dantès, personne ne sait que c'est lui en fait, ne le reconnaît, sauf une personne. Et du coup, voilà, j'ai très hâte de lire la suite parce que je sais ce qui va se passer et c'est tellement bien pensé, l'histoire est tellement cool que ça me hype pas mal. J'ai juste une petite peur, c'est j'espère que je vais pas oublier des personnages, oublier des éléments, parce que ça va être un peu chiant sinon, mais je crois que j'ai bien tout en tête et je vais pas attendre non plus 6 mois avant d'acheter le tome 2. Donc, euh, donc voilà, un gros gros kiff. Je pense qu'il a pris une place dans mon top 3 annuel. Mon top 3 annuel, j'ai déjà 3-4 œuvres et j'ai pas encore lu tout ce que je devais lire cette année, donc ça va se battre au portillon pour la fin d'année, mais j'ai vraiment vraiment kiffé ce gros bouquin, je l'ai dévoré et ça fait du bien aussi de renouer avec la littérature un peu plus classique, parce que les liaisons dangereuses, j'étais là vraiment, c'est compliqué à lire, je comprends pas tout et tout, machin. Notre-Dame de Paris, c'était aussi un gros bouquin, très bien, mais par moments assez compliqué. Et là c'est que du kiff, quoi. C'est que du plaisir. Donc, vraiment, je te le conseille. Le livre et le film. Si t'as pas vu le film, vraiment, je te le conseille. Il est hyper bien. Il dure 3 heures. C'est un peu long, mais l'histoire, elle est géniale. Les décors sont sublimes. Les personnages sont bien écrits. Les costumes sont super beaux aussi. La musique, enfin, le jeu d'acteur, tout est génial. Tu vois pas les 3 heures passer. Donc, je te le conseille vivement. C'est un bon film français. La conclusion. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour ce tome 1. La vidéo est effectivement longue. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu. Et quant à moi, bah, je te souhaite une bonne suite de journée, de soirée ou de nuit. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. De bonnes lectures pour la suite. Et je te dis à la prochaine. Allez, double ciao!